En 3 mots, la pédagogie inclusive, l'adaptation, en effet, l'accompagnement, intervention, flexibilité, réussite probablement, empathie, intégration, diversification, c'est vraiment des très beaux termes que vous avez choisis. Vous semblez avoir une belle sensibilité justement qui comprend comment fonctionne la pédagogie inclusive. Ah, excusez-moi. On sait-tu qui a gagné? Non, il n'y a plus... Non. Mais... Je pense à la fin, Show the winner. on peut rentrer notre courriel puis on... Ouais, ça ici. Ah, anonyme. Perdu son... Voilà. Félicitations. Donc, ça ici, c'est un des outils que vous allez pouvoir réutiliser. Rendre interactives ces présentations, c'est une pédagogie. Et la ludification est tout un champ qui est en train d'être étudié dans la pédagogie. Je vais sortir 2 secondes de mon laïus là-dedans, mais le cerveau retient et apprend dans le plaisir. Les recherches en neurosciences nous démontrent ça, donc que les plus grandes capacités de rétention se passent à travers la ludification et le plaisir de jouer. Maintenant, c'est de trouver des manières de rendre les actions nécessaires plaisantes. Parce que je vous entendais le dire tout à l'heure, quand on ne veut pas faire du clientélisme, on ne veut pas que les étudiants ne fassent que ce qu'ils aiment. Ils doivent se rendre à un niveau de compétence, ils doivent atteindre un seuil selon selon la discipline qu'ils ont décidé d'étudier. Là-dedans, c'est clair qu'il y a des affaires qui sont plates. Comme que vous parliez tout à l'heure des athlètes ou des musiciens, répéter à l'infini quelque chose, c'est vrai que c'est pas plaisant. Mais de motiver les élèves, de trouver des manières d'intégrer ça. Donc, en chimie, ils sont en train de développer la réalité virtuelle pour tout ce qui est protocole, tout ce qui est... la réalité virtuelle nous permet de travailler à ce niveau-là dans un univers interactif. Tout ce qui est au niveau de la manipulation, c'est pas encore rendu là, mais c'est des choses qui sont en train d'être développées. Donc, dans vos réalités, essayez de trouver ces choses-là. Vous êtes des défricheurs de votre propre classe. Donc, c'est à vous de trouver ces informations-là et de les développer entre vous et avec l'aide de vos institutions. Il me reste combien de temps, on va passer à travers. Donc, diversité d'apprenants, comme on a vu tout à l'heure, personne n'apprend de la même manière. Je vous parlais de la recherche en neurosciences, on n'en parlera pas trop longtemps, mais il y a un lien vers une des recherches en particulier qui est utilisée. Petit disclaimer, mise en garde, en fait. Neurosciences n'égale pas saut de validité. Donc, il y a eu des recherches qui ont été faites et aussitôt qu'on parle de neurosciences ou qu'on monte des cerveaux, les gens, à 45% pensent que les faits qui sont indiqués dans ces publications-là sont véridiques. 45% de plus que d'habitude. Donc, c'est pas tout à fait le cas. Les recherches en neurosciences, il y en a toutes sortes. Donc, il faut vraiment vérifier la validité des recherches, il faut vraiment vérifier les méthodologies employées pour faire les recherches. Toutefois, quand les recherches sont intéressantes, quand des recherches ont été bien faites, la valeur est réellement là. Donc, comme je vous disais tantôt, le fait qu'on retient mieux dans le plaisir, c'est une de ces découvertes-là qui a été faite. Une autre, par exemple, c'est les étudiants en général ont un niveau d'attention d'environ 20 minutes. Donc, après 20 minutes, votre laïus, il ne passe plus. Fait que si vous faites du magistral,
20 minutes de magistral, puis quelque chose. Donc, c'est de trouver ces petites choses-là. Donc, c'est des ressources et des informations qu'on peut vous transmettre qu'il y a aussi, mais c'est quand même quand vous commencez à chercher dans la neuroscience, ne prenez pas tout ce qui est dit pour du cash. Dans théorie, ce que tu nous dis, on ne suit plus personne, c'est ça? Ben ça, justement, nous, on a fait les recherches pour ça. Petit jeu, c'est vrai, il y a eu un petit jeu pour moi. Ouais, mais c'est ça, oui. Ça a pris à peu près 20 minutes avant le petit jeu. Le petit jeu nous a permis de se dégasser, puis là, on repart dans une partie... Mais il ne faut pas croire tout ce qui se dit. Mais il ne faut pas croire tout ce qui se dit en neurosciences. Donc, il ne faut pas prendre pour du cash tout ce que je dis. Puis ça, c'est pas une mauvaise chose. Quand vous avez un expert, c'est un expert qui a fait ses recherches, mais c'est pas vos recherches, puis c'est pas votre réalité. Donc, moi, je suis là, et quand vous êtes devant les étudiants font la même chose. Ils prendront pas tout pour du cash ce que vous dites juste parce que vous êtes le prof en avant. Donc, trouvez des manières de justement légitimer ce que vous amenez à travers votre sensibilité, à travers le dialogue que vous allez créer avec eux. Il y a une confiance qui va s'installer. Si vous êtes toujours à distance de vos étudiants, ben, il n'y aura pas de ce lien-là. Il y en a certains qui vont vous faire confiance, mais il y en a plein que vous n'atteindrez pas. Donc, c'est quand même votre première... C'est à vous d'être la personne qui fait le premier pas tout le temps en classe. Donc, après ça, libre à l'élève ou non de respecter ça, mais c'est vraiment à nous, en tant que pédagogue, de permettre aux étudiants d'avancer là-dedans. On a un petit vidéo, je vais le passer, je pense. Mais je vous invite fortement à aller le voir. C'est super intéressant, mais si on veut avoir le temps. Donc, on a parlé justement tout à l'heure, et je ne voulais pas brûler mon point, sur l'évaluation. Donc, aux fins de sélection impartiale, tout le monde doit être soumis au même examen. Veuillez donc grimper cet arbre. Et on a toutes sortes de monde. Maintenant, il y a deux réalités par rapport à cette chose-là. Si la compétence du cours, c'est de grimper un arbre, il n'y a pas un poisson qui va être capable de le faire. Mais maintenant, si la compétence, c'est, je ne sais trop, mais si ce serait d'aller cueillir une pomme, ou d'amener une pomme, de trouver une pomme, bien là, grimper l'arbre, ça devient arbitraire. C'est pas grimper l'arbre, l'examen. C'est d'apporter une pomme et de trouver une manière d'apporter une pomme. Donc, encore une fois, le poisson est out, mais les autres ont déjà plus de chance. Donc, vous voyez, il y a vraiment tout ce travail-là qui est à faire. Revenez à votre base, qui est votre compétence ministérielle et les éléments de compétence qui sont associés. S'il y a une modalité d'évaluation prescrite, vous avez encore plus d'informations, mais vous êtes donc plus enfermé dans quelque chose. Mais revenez là-dedans. Je ne sais pas à quel point vous avez fait des études en pédagogie, mais donc les compétences ministérielles sont hiérarchisées selon 6 niveaux de taxonomie. Donc, retrouvez le niveau de la taxonomie, retrouvez quel type d'activités sont prescrites à travers ce niveau de taxonomie-là. Donc, c'est la taxonomie de Bloom et je ne sais plus qui. Mais donc, quand vous trouvez votre verbe d'action qui est votre compétence, c'est un niveau taxonomique. Habituellement, au collège, c'est entre 3, 4 ou 5. Habituellement, mais ce n'est pas toujours ça. Et donc, en revenant à votre compétence, ça vous permet, et à l'interprétation qui en est faite, bien entendu, à l'intérieur de votre collège, c'est à partir de là, c'est là votre point de départ, c'est là votre barrière réelle. Après ça, vous pouvez recréer votre univers et faire des pas vers votre classe de demain, votre classe de 2030. Oui, monsieur. J'ai suivi la formation pédagogique de taxonomie. Oui. Je vous en ai dit par rapport à un mot, un verbe qui revient souvent dans les plans de cours. Moi, j'enseigne dans le domaine du bâtiment, et puis là, on doit comprendre les différents systèmes mécaniques. Mais le terme qui est utilisé, le verbe, c'est analyser. Ouais. Moi, je trouve ça très fort. Super ambigu. Le collégial. Analyser, c'est plus ouais. le verbe de l'université collégiale. Ce qu'il faut voir, c'est que cette hiérarchie-là n'est pas absolue de l'univers. Donc, on la ramène à un niveau. Donc, l'analyse en elle-même, c'est un des verbes les plus ambigus parce que ça peut être un niveau 6, un niveau 5, un niveau 4. Ça peut être analyser, reconnaître.
reconnaître les informations. Ça peut être ça. Et analyser, c'est deux mondes. C'est une partie de l'analyse, mais c'est ça, mais c'est une partie de l'analyse. Mais maintenant, si c'est... parce que niveau 5, niveau 6, ça l'amène à un niveau de création, d'invention de l'étudiant. Ça ne veut pas dire... Puis oui, en effet, ça ressemble plus à des compétences qui sont de type universitaire, mais comment on peut ramener ça au collégial? Comment on peut... À quel niveau d'analyse? Parce qu'on ne leur demande pas d'écrire une thèse. On leur demande de reconnaître des informations et d'en tirer les bonnes conclusions. Donc, ça peut être dans un niveau relativement simple où A plus B plus C égale absolument D, ou comme en philo, où là, tu as A, B, C, puis tu vas créer D. C'est de trouver, puis je ne sais pas à quel niveau toi, avec ta matière, c'est, mais dans le fond, c'est de trouver, c'est quoi le niveau réel d'analyse qu'on leur demande? C'est des plans, j'imagine? Ben, en fait, je peux donner un exemple. On les voit très bien ici, les systèmes quantitatifs. Là, nous, on a 60-70 heures pour enseigner ça. Puis, la compétence, c'est analyser. Donc, ce que ça veut dire, c'est que c'est pas juste d'être capable de les voir sur des plans, de les identifier, comprendre à quoi ils servent, mais c'est en plus de savoir quelle est la relation entre chacun, pourquoi il est plus petit que l'autre, et ainsi de suite. Ouais. Pour le niveau collégial, pour le niveau nécessaire pour les étudiants pour faire le travail qu'ils vont faire, c'est beaucoup trop loin. Okay. C'est pour ça que moi, je me dis... C'est pour en faire une évaluation. C'est pour analyser. Absolument. Ben, pour l'instant, tu as respecté cette compétence-là. Donc, c'est de trouver des manières, en effet, de... Puis comme je dis, le niveau. Tu sais, ça n'a pas besoin, comme je disais, d'être de niveau professionnel. Vous avez tel. Tu peux cadrer ça dans... vous avez un immeuble de deux étages ou quelque chose de plus restreint. Donc, juste pour leur permettre d'avancer vers cette compétence-là d'analyse. Donc, ils font de l'analyse, mais l'analyse bloc Lego, fait que de niveau beaucoup plus petit. À ANSIC, ce qu'ils font, eux autres, mécanique du bâtiment, ils ont fait un partenariat avec le Fab Lab, puis ils impriment en 3D. Les plans puis leurs trucs. Fait que les élèves peuvent jouer et manipuler et comprendre les liens entre les différents éléments de la mécanique du bâtiment. Donc, une belle salle, on était à Antique, ouais. J'ai visité la salle, une belle salle de mécanique, il y avait plus de... Ça tu le vois? Il fait du projet, lui! Ben oui, mais c'est ça. Donc, on a des ressources à l'interne de trouver ces choses-là. Mais en effet, des fois, nos compétences semblent loin. C'est de faire notre mieux pour les amener vers ça. Puis c'est de garder ça en tête, puis de trouver des manières de créer des examens, des évaluations qui respectent ce niveau-là. Parce que comme je disais, analyse, quand moi j'ai fait mes études, les profs acceptaient, tant que c'était justifié pédagogiquement, que ce soit niveau 4, niveau 5 ou niveau 6. Fait que, c'est des grosses distinctions, là. Tu passes d'un univers à un autre complètement. Mais donc, mais souvent, quand je parlais à des profs en général, ben, eux autres analysaient, ils prenaient niveau 4. Donc, plus de manière, un peu plus que protocole, mais le step juste après. Fait que, mais ça, c'est en discutant avec les conseillers pédagogiques et avec l'institution qu'on s'assure de ça. Oui. Je voulais ajouter qu'il y a des verbes qui sont présents dans plusieurs niveaux, par exemple. Comme le verbe analyser, il peut être présent dans le niveau inférieur à analyser, qui est l'application. Ouais. Il peut être présent aussi dans le niveau supérieur à analyser, qui est, je pense, évaluation. Évaluation. Donc c'est ça, il y a des verbes qui sont valables un petit peu partout sur le niveau, mais leur signification s'adapte au niveau dans lequel ils sont. C'est ça. C'est ça. Fait que c'est de retrouver, d'entamer des discussions par rapport à ça. Puis des discussions départementales aussi, là, on essaie de garder, sans que ce soit une homogénéité de pratique, au moins une homogénéité de rendu et de résultats. Donc on cherche à ce que le collège produit, si on veut, des apprenants d'un tel niveau. Puis ça, c'est justement à travers l'interprétation
des compétences, des éléments de compétences que ça se fait. C'est ce niveau-là qui est immuable ensuite, parce que c'est ce que l'institution impose aux professeurs. Maintenant, chaque professeur l'adapte et trouve des manières d'amener les étudiants à ce niveau-là, mais c'est vraiment à travers des discussions qu'on peut le faire. Comment, justement, ce que vous venez de dire, que ce soit un peu plus homogène à travers une formation complète, il y a plusieurs professeurs, il y a plusieurs niveaux je dirais même de compétences, Absolument. D'aisance, puis oui, c'est ça. Et on se retrouve à finalement avoir, je trouve, beaucoup de façons différentes d'arriver à ces compétences-là. Absolument. Il y en a qui exigent une norme, il y en a qui exigent moins, il y en a... Donc, l'uniformité, surtout, malheureusement, quand c'est chargé de projet, les gens sont présents en classe, mais pas présents en classe. Absolument, absolument. Mais ça, c'est une réalité qui s'est installée depuis une quinzaine d'années, vingtaine d'années. Les postes ont été abolis et ont majoritairement été remplacés par des charges de cours. Ça répondait à un besoin à cette époque-là. Maintenant, peut-être qu'on se rend compte que ça l'amène des travers. Mais là, c'est d'avoir des discussions institutionnelles à travers ça, parce qu'en effet, un chargé de cours, c'est libre, parce que c'est engagé pour la période d'enseignement seulement. Maintenant, il y a différentes manières de procéder. Collège universel à Gatineau, eux autres, ils sont très proactifs par rapport à ça. Ils nous ont payé une journée de formation pour justement qu'on s'accommode au département, parce qu'ils ont quelques profs qui tiennent les départements et ils ont une majorité de chargés de cours. Mais donc, on avait une journée complète où on avait une petite formation sur le collège, sur la manière de fonctionner. Puis le reste de l'après-midi était pour discuter en département, pour justement arrimer les différentes manières de fonctionner. Mais maintenant, il y a des collèges à Taves, par exemple, j'ai été embauché puis libre à 100%. J'ai eu une carte blanche pour donner mon cours. Donc, ça dépend vraiment de leur désir, justement, d'avoir un barème, un seuil qui soit relativement homogène. En fait, ce qu'on a matin, le seuil, il était calculé un peu, je pense que ça de rehausser l'Institut, c'est ça, ça prend... Mais ça passe à travers, c'est ça, c'est un investissement. La pédagogie inclusive est un investissement qui a d'énormes retours, qui est vraiment payant, mais qui demande un niveau de ressources à la base. Donc, des ressources personnelles, des ressources intellectuelles, des ressources administratives, des ressources institutionnelles. Donc, on y va avec ce qu'on peut. On y va avec le monde qu'on a. Fait qu'on cherche vraiment quand même à la base à partir de soi, à partir de sa pratique. Puis après ça, on rajoute ce qu'on peut rajouter, mais il faut vraiment choisir nos combats. Donc si ça, c'est un combat qui vous tient à cœur, bien, c'est à vous de trouver quels interlocuteurs engagés pour entamer cette discussion-là, pour justement amener ce niveau-là. Puis si c'est un combat que vous considérez trop gros, ben là, c'est là qu'on décide, ben je vais me recentrer sur puis les deux choix sont légitimes. On a des vies, on a des réalités, on a à se respecter en tant qu'être humain. On peut pas taxer notre vie pour que tout à côté fonctionne, puis on peut pas taxer notre job parce que nous, on veut avoir la meilleure vie puis être juste bien. C'est de trouver notre juste milieu et de trouver notre harmonie là-dedans. Une question? Oui, excuse-moi, c'est vrai. Je n'ai pas fait d'études en pédagogie, fait que les verbes puis la taxonomie, j'ai aucune idée de ce que ça veut dire, mais de ce que j'ai déduit dans ce que vous avez expliqué, certains verbes ont certains niveaux d'apprentissage. Ouais. Mais comme on a vu tantôt, si on ne peut pas modifier les critères ministériels, comment, avec une compétence à atteindre qu'on ne peut pas modifier, avec un niveau de taxonomie spécifique, comment on peut faire? C'est là qu'on est rendu, exactement. Okay. Donc, on est pile au bon. 5 minutes? On va, je vais essayer. OK. C'était une introduction, est-ce que... Oui, ben oui, c'est ça. Je suis là pour ça. Il n'y a pas juste un bon chemin.
il n'y a pas juste un bon chemin. Donc, c'est ce qui répond à ça. La connaissance du but à atteindre, c'est ce qui nous permet de planifier nos chemins. Donc, vous, en tant qu'expert disciplinaire, vous vous dites, OK, il faut se rendre sur le top du Kilimandjaro. Mais comment on se rend comme ça? Est-ce qu'on se rend avec des Sherpas, puis on prend une grosse organisation? Est-ce qu'on est une petite organisation super paquée, puis vraiment en forme? Donc, tous vos apprenants ont des chemins différents. Donc, il y en a qui ont besoin de plus de ressources. On a tous des étudiants qui ont besoin qu'on leur explique plusieurs fois. Bien, on va leur expliquer plusieurs fois. Tant que la motivation est là, Puis c'est ça aussi... il y a des élèves qui ont vraiment de la misère, mais qui sont super motivés. Profitez de cette motivation-là. Puis des fois, il faut justement prendre un peu sur nous et se dire, OK, là, ça fait 6 fois que je t'explique, je vais essayer de trouver une autre manière de t'expliquer, mais la personne, elle veut vraiment. Donc, c'est de trouver le dialogue, trouver qu'est-ce qui fait du sens dans sa vie à elle, trouver comment cette personne-là pense, puis se mettre dans sa posture. Parce que c'est ça qu'on oublie souvent en prof. On est dans notre connaissance, puis nous, on continue à apprendre à toutes les années. Mais devant nous, on a toujours des étudiants qui sont à peu près au même niveau. Le plus souvent, au niveau 0. Fait on peut avoir l'impression que les étudiants deviennent de plus en plus bêtes année après année, mais c'est nous qui évoluons. Les étudiants, ils sont toujours rendus au même point. Un étudiant de 17 ans, c'est un étudiant de 17 ans. Il n'y a pas de... À part le peu de vie qu'il y a eu avant qui peut modifier un élève un peu plus mature, un peu moins mature, ça reste un élève de 17 ans. Je crois que nous sommes en face d'une autre chose. Relié au peu ce qu'on parlait ce matin, comment ne pas perdre l'enthousiasme, ouais. Je veux dire passion selon nos métiers, le métier qu'on enseigne, de ceux qui arrivent à l'école plus avancée. Ouais. Parce que personnellement, moi, j'ai aucun problème d'expliquer 6 fois un élève qui a la misère et qui veut vraiment apprendre. Mm-hmm. Mais ça implique du temps. Ouais. Du temps qu'on ne peut pas offrir après ça. Élèves à côté qui sont plus rapides, qui veulent aller plus loin. Juste, on est, surtout avec les cours de cette session des salles complètes à 25 élèves. C'est un gros travail. C'est des beaux défis. La salle qui est on avance pas. Les absentéismes commencent parce que c'est là qu'ils commencent à développer. Ils passent vraiment beaucoup de temps à ce sujet. Je le maîtrise. Ils commencent à perdre l'enthousiasme de ces élèves qui étaient super. Ça, c'est justement dans la planification, entre autres, qu'on peut le trouver, mais c'est un super beau défi. On va pouvoir, dans la deuxième partie de l'atelier, garder ça en tête. Oui, donc c'est ça. Il y a plusieurs chemins. Il y a la ressource du CAST qui donne beaucoup d'informations sur les types de chemins. Mais donc, CAST, c'est une plateforme, vous allez avoir le lien dans la présentation que vous allez pouvoir avoir. C'est la portion anglophone qui travaille la pédagogie inclusive. Mais donc, c'est ça, en préparant d'avance les différents chemins. Donc, c'est ça. Il y a des chemins durs. Fait qu'un élève qui est bon, on lui donne des travaux puis des trucs plus difficiles, en formatif. Après ça, en évaluation sommative, c'est l'évaluation sommative. Tous les élèves doivent répondre aux mêmes critères et eux performeront encore plus. Mais c'est pas toujours garant. Dans mon cours de Humanities, j'ai mes étudiants qui sont super stimulés, super avancés, s'ennuyaient dans mon évaluation, puis sont allés trop loin, puis ils sont allés off-topic. Fait qu'ils ont perdu des points à ce niveau-là, puis il a fallu que je leur en parle. Le critère était clair, mais ils trouvaient ça trop simple, ils sont allés trop loin, ils n'ont pas répondu aux critères. C'est le partage de ces choses-là. Pour une évaluation de début de session, c'est pas grave, mais je leur disais justement pour les évaluations après coup, quand tu perds 2-3% sur un 20%, c'est pas la fin du monde, mais quand tu perds un 10% sur un 40%, ben c'est là que ça commence à être plus impressionnant. Donc ça, on en a parlé pas mal.
On va passer super vite sur les principes fondamentaux du cadre conceptuel de la CUA. Donc, le quoi de l'enseignement, le pourquoi et le comment, on va voir qu'est-ce que c'est rapidement. Le quoi, c'est le réseau de connaissances. Donc, comment on recueille les faits et comment on classe ce qu'on voit et ce qu'on entend et ce qu'on lit. On identifie les lettres, les mots, le style, tout ça. Donc, notre travail à nous en tant que pédagogue, c'est de présenter l'information et le contenu de différentes manières pour que les élèves puissent comprendre et puissent atteindre, accéder à cette connaissance-là, parce qu'il n'y a pas juste une manière d'accéder à la connaissance. Nous, on a les vidéos, on a les présentations, on a le magistral, donc on a plusieurs techniques, et ces différentes présentations-là vont les stimuler, vont les aider à répondre à leurs différents besoins. Réseau stratégique pour le pourquoi. Donc ouais, pour le pourquoi. Donc, la planification et l'exécution des tâches, comment on organise et on exprime nos idées, la rédaction, résolution de problèmes. Donc, c'est notre niveau de comment on s'assure que les étudiants sont capables. On revient à notre compétence et on se dit, OK, comment quelles sont les différentes manières qui peuvent nous démontrer cette compétence-là? Si on était en menuiserie, ben, c'est super simple. Nous prouver la compétence, c'est de créer ce meuble-là ou de créer cette chose-là. Mais quand c'est une compétence théorique, ben, il y a peut-être plusieurs manières de s'y rendre. Il y a peut-être plusieurs types de problèmes qu'on peut poser à nos étudiants. Et pour le comment, c'est les réseaux affectifs. Donc, comment les apprenants sont captivés et restent motivés. Comment on fait pour les stimuler, les exciter, les intéresser. Donc, c'est à nous de trouver des manières de stimuler et de motiver l'apprentissage. Et vous parliez de motivation intrinsèque plus tôt. Motivation intrinsèque, c'est quand la personne a son propre but, quand la personne a un procédé. Fait que si elle n'en a pas, c'est de l'aider à en développer un. Parce qu'il faut prendre l'étudiant où il est. On a des images des étudiants et un étudiant réel, puis souvent on est déçu parce que notre étudiant imaginaire est tellement plus loin. C'est de trouver justement comment je peux aider cet étudiant réel à atteindre ce but-là d'étudiant idéal. Donc, c'est pas toujours faisable, c'est pas toujours possible, c'est pas toujours... il n'y a pas toujours la relation qui permet ça, mais c'est quand même de garder ça en tête, d'essayer de tendre vers ça. Je suis dépassé pas mal. Donc, on a notre but à atteindre. Donc, on cherche à créer des apprenants experts. Toute la portion métacognitive est super importante. La transparence, la personne tout à l'heure vous disait d'approcher vos étudiants, c'est la meilleure manière. C'est eux qui ont les réponses à vos questions, ou c'est au moins eux qui ont les pistes de réponses à vos questions. Vous êtes des apprenants. Vous êtes des gens qui vous formez encore. Vous êtes des gens qui continuez à apprendre. Donc, profitez de ce savoir-là puis aidez les élèves à développer chez eux. Donc, vous êtes des mentors, vous êtes des tuteurs et vous êtes des enseignants. Vous êtes vraiment la ressource première pour les aider à atteindre ça. Donc, ça, c'est quelque chose qui est toujours important de se rappeler. On veut leur permettre, on veut leur donner la liberté de se développer. Donc c'est ça, comment on surmonte un mur? Ben, on passe par-dessus, on trouve un trou, on creuse un trou. Toutes les manières, dans le fond, si le but c'est de monter, un mur, ben, c'est ça notre compétence, mais si notre but c'est de se rendre de l'autre côté du mur, ben, c'est pas vrai que monter le mur est la compétence. Donc, réfléchissez vos évaluations en pensant à ça. Donc, posture et non des trucs, comme je vous disais tout à l'heure. On cherche à questionner notre posture épistémologique, nos rapports au savoir. On replace ça. Donc, on se dit, on n'a pas juste une posture, on n'a pas juste une manière de regarder la situation. Donc, on cherche la pluralité des points de vue.
Ça se fait en discutant avec des collègues, en discutant avec des collègues de différents départements, en discutant avec des professionnels, nos directions, avec les élèves entre eux. Donc, on trouve des manières de replacer de manière un peu plus globale, parce que souvent, on est tellement habitué de fonctionner d'une manière qu'on s'empêche nous-mêmes de trouver des manières plus intéressantes de fonctionner. On accepte et on accueille la diversité. Comme je répète à l'infini, ça a l'air de discuter des questions pédagogiques entre collègues. Et formez-vous et informez-vous. Donc, les formations sur la pédagogie, il y en a certaines qui sont accessibles. Moi, je vous donne là-dedans, il y a plusieurs ressources qui vous donnent des informations de base sur la pédagogie inclusive, mais tout ce qui est la théorie de l'éducation au niveau où elle est, il y a Performa à l'Université de Sherbrooke qui forme les enseignants, il y a les universités, Université de Montréal, UQAM et probablement d'autres qui donnent des micro-programmes là-dedans. Ça vaut la peine. Ça vaut la peine de se former, de s'informer quand on peut prendre le temps, quand on peut inscrire ça dans notre réalité. Donc, toute cette question-là des niveaux taxonomiques, nommer les choses, comme je disais, ça nous permet d'apprendre à les connaître. Donc, quand la chose est là, mais qu'on ne la connaît pas, bien, c'est flou, puis on peut avoir des réactions d'intérêt ou de peur. Mais quand on a une relation de connaissance avec ces choses-là, bien, c'est plus simple, c'est plus facile d'apprivoiser et de trouver notre posture dans laquelle on peut être à l'aise. Récit de pratique également, donc il va y avoir un site qui va être mis en ligne sous peu de la CPQ du projet Pédagogie inclusive où différents profs de différents collèges du réseau partagent leurs pratiques, et si vous avez des pratiques de pédagogie inclusive, vous êtes fortement invité à nous en parler. Mais donc, prof d'anglais qui parle du feedback, comment il a amené ses étudiants à utiliser de manière constructive les rétroactions qu'il leur donnait. Une prof de O'Sullivan qui parle de classe inversée et d'utilisation de vidéo. François va parler, lui, de son utilisation de vidéo et de la classe inversée et de la classe hybride. Philippe Chandonnet, Collège André Grasset, donc qui parle de l'autorégulation en résolution de problèmes d'optimisation, quelque chose de bien pointu en mathématiques. Donc, il était face à un problème particulier. Il a trouvé une manière inclusive de répondre à ça. Et il y en a d'autres. Et vous êtes donc, comme je disais, invités parce que je ne sais plus. Ouais, pour conclure. Vous avez probablement déjà des techniques de pédagogie inclusive que vous pratiquez. Maintenant, c'est justement en nommant cette chose-là, en reconnaissant cette chose-là, on peut essayer de les développer. Parce que sinon, on est au niveau de l'intuition. On a des bonnes ou des mauvaises intuitions, mais ça reste de l'intuition. Donc, on peut partir de cette intuition-là puis aller beaucoup plus loin à travers un niveau de connaissance, à travers un niveau de compréhension. Donc, la pédagogie inclusive va vous permettre, et les ressources qu'on vous offre vont vous permettre justement d'aller choisir les outils qui seront les meilleurs pour vous.